Emprise. Emprise. C'était le 13 février 2010, à l'invitation de la librairie Ombre Blanche et de la Cinémathèque de Toulouse, le réalisateur Bertrand Tavernier, décédé ce jeudi 25 mars 2021, était venu faire la promotion de la sortie en DVD de son film « Dans la brume électrique », inspiré du roman de James Lee Burke, « Dans la brume électrique avec les morts confédérés ». Emprise, aujourd'hui, avec Bertrand Tavernier, lors d'un entretien enregistré à cette occasion à la librairie Ombre Blanche et réalisé conjointement avec les journalistes de Radio Radio Thomas Cuvelier et Luc Magrina, de Radio Présence Louis-Marie Solaire et de Radio Campus Patrice Chambon. Prise de son et réalisation technique Sarah Hautesser pour Radio Radio. Dans votre filmographie, votre premier film, c'est L'Horloger de Saint-Paul. Oui. C'est une adaptation de Simenon. Oui. Et je me demande si, dans La brume électrique, il y a, à l'heure actuelle, pour le moment, et votre dernier film, il me semble que Dave Robichaud a quelque chose à voir, un lointain cousinage avec Maigret, finalement. Et même dans l'ambiance, dans ce qui se passe, dans votre film, ce qui est plus important, c'est l'ambiance plutôt que l'intrigue. Il n'y a pas un peu quelque chose quand même de Maigret chez Dave Robichaud? Oui, c'est pas faux ça. C'est pas faux. Maigret et Dave Robichaud sont d'une certaine manière des flics à l'ancienne, dont on a terriblement besoin. On s'aperçoit qu'on a terriblement besoin parce que la police scientifique, les experts, la technologie ne remplacent pas certaines choses. Qu'ont Robichaud et Maigret, la connaissance des êtres humains. Alors, chez Robichaud, il y a l'extraordinaire connaissance qu'il a de l'endroit où il est né, qui, comme me le disait le shérif actuel de New Iberia, Sid Hébert, me disait, ça, ce sont des qualités qu'on n'apprend pas à l'école de police. Le fait qu'il connaît le passé de tous les gens à 30-40 km à la ronde. Il sait les rapports entre les familles, il sait leur histoire, et ça lui donne souvent des pistes fortes. Il dit ça, pour ça, ajoutait le shérif, même s'il était mis à la retraite, moi je le prendrais, Robichaud, comme consultant spécial dans les services de police. Et Maigret, lui, il n'a pas la connaissance qu'à Robichaud, parce que Robichaud, c'est sur un espace relativement limité. Mais Maigret, c'est quelqu'un qui va aussi s'imprégner des atmosphères, qui va aussi s'imprégner de la psychologie des gens qui recherchent. Et il y a, je pense, chez Burke, comme chez Simenon, une préférence très très marquée pour les personnages par rapport à l'intrigue. Non pas que l'intrigue ne compte pas, mais ce sont les personnages qui la créent plutôt que la volonté de l'écrivain. Burke veut donner l'impression que ses romans sont inventés par Robichaud, sont écrits par Robichaud, et pas par un auteur qui décide, qui multiplie les coïncidences, les rencontres fortuites pour arriver... Voilà, donc je pense que tous les deux ont dit que pour eux, les personnages comptaient beaucoup plus que l'intrigue. Justement, par rapport à votre rêve américain, on va y venir avec la réédition de votre somme sur les réalisateurs américains ou votre scénariste et votre livre Ami américain. Est-ce que finalement, votre rêve de film américain fait donc
aux États-Unis, dans La Brume électrique, passer par le biais finalement d'un cousinage européen, français. Il n'y a pas... finalement, vous arrivez à conjuguer vos deux passions. En fait, à la fois le cinéma européen et français et le cinéma américain. Tout d'abord, j'ai jamais eu de rêve américain. J'ai jamais voulu faire carrière aux États-Unis. Jamais. La fascination que vous nourrissez pour l'Amérique et son cinéma. Oui, la connaissance que j'ai pour une certaine Amérique, pour le cinéma, mais qui n'est pas la connaissance que partagent beaucoup de metteurs en scène à l'heure actuelle, qui, je sais pas, n'ont pas la même vision du cinéma que je peux avoir. Je me sens beaucoup plus européen qu'américain dans la façon de filmer, même si j'ai pris, il y a certaines choses que j'ai dû prendre, même sans m'en rendre compte, au cinéaste que j'admire. Une importance accordée à l'espace, au paysage, au lieu, une volonté d'enraciner les personnages dans le décor. Ça, c'est quelque chose que j'admirais énormément dans les westerns d'Elmer Daves, d'Anthony Mann, dans les films de Ford, de Kazan, de Raoul Walsh. Il y a un rapport physique, organique entre les personnages et les éléments, on peut le dire, qui fait défaut assez souvent au cinéma français. Alors ça, mais la narration, l'accent que je peux mettre sur le doute, sur l'ambiguïté, elle n'est pas très proche du cinéma américain actuel. Elle est peut-être proche de ce que recherchent, je sais pas, les frères Cohen ou Clint Eastwood, mais pas du mainstream hollywoodien. Et très souvent, d'ailleurs, quand il y avait un conflit ou des bagarres sur le tournage de mon film, c'était avec le monteur, par exemple, parfois le producteur, qui me disait que je ne découpais pas assez, que je me couvrais pas, que je faisais des plans trop longs, que le public américain était habitué à des plans très courts. Voilà, et il me parlait sans arrêt du public américain, ce qui m'exaspérait. J'ai pas envie que le public américain me dicte ma façon de filmer. Mais peut-être qu'en effet, c'est un film qui conjugue les deux, mais Coup de torchon déjà adapté un roman américain, puis le transposait en Afrique. Mais là, la transposition était impossible. Il fallait au contraire aller sur les lieux de l'action. Mais la démarche est la même dans les deux films. C'est un film qui est assez proche de Coup de torchon, d'une certaine manière, dans La Brume électrique. Monsieur Tavernier, je voulais déjà profiter de votre présence pour vous dire merci. Moi, je me considère comme la génération de la dernière séance. On est né dans les années 70, on a été nourris par cette émission. D'ailleurs, je me souviens même de vous avoir vu présenter L'étrange créature du lac Noir, avec Gérard d'aujourd'hui, Patrick Brion, Eddie Mitchell, je crois. C'est ça. Donc on a découvert ce qu'étaient les genres américains, le western, le film noir, le film de guerre, la comédie musicale, à travers cette émission. Et c'est vrai que votre livre, il a été essentiel pour toute une génération parce que c'était la première fois qu'on voyait quand même quelqu'un s'intéresser à Dave ou à Hathaway, des cinéastes qui ont été trop longtemps oubliés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au tout début des années 60, vous avez entrepris une correspondance donc, pour écrire à certains metteurs en scène américains. Je crois que vous avez fait des courriers à De Toth et à Dave. Je crois même savoir que Delmer Dave était le premier à vous avoir répondu. Oui. Qu'est-ce qui vous a donc poussé à écrire et à contacter ces gens-là ? C'est qu'ils avaient fait des films qui à la fois me passionnaient, m'intriguaient, me touchaient, que j'avais envie de leur dire et que j'avais envie de leur poser des questions. Je les voyais jamais interviewés. D'autres avaient été interviewés dans les cahiers du cinéma, je pense à Anthony Mann, à certaines personnes. Mais donc j'ai écrit aux gens qui... ça allait il y avait T. Garnett, il y avait... et la plupart m'ont répondu. Hein. Mais le premier à m'avoir répondu, en effet, c'est Daves. Et qui a répondu une très, 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 très longue lettre. Et puis après, j'avais écrit aussi à Bud Buttigieg, qui m'a répondu une lettre m'expliquant qu'il était en prison au Mexique, et lui demandant de lui envoyer une liste de questions, et il avait enregistré toutes les réponses sur une bande de magnétophone, et ça a été l'interview, le premier interview jamais fait de ce cinéaste. De même, Dave, c'est le premier, à ma connaissance, le seul. Il y en a un
qui reste désespérément inédit, auquel j'ai participé, qui avait été fait par Jacques Lourcel pour Présence du cinéma, et que, Présence du cinéma ayant disparu, les bandes dorment C'est pas un entretien de 5 heures que vous aviez fait de Dave, un très long entretien. Très long entretien. C'est ça. Très long entretien, et dont on n'arrive pas à voir les bandes. Parce que Jacques Lourcel, qui est un remarquable critique, auteur du dictionnaire du cinéma qui est absolument capital, dit « Mais non, Présence du cinéma ne s'est pas arrêtée ». Alors quand on lui dit « Mais le dernier numéro remonte à 27 ans », il lui dit « Mais non, ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté, il y aura un numéro en préparation ». Donc, je ne sais pas, on va attendre, on va voir si un jour cet entretien refait surface. Voilà. Alors dans ce livre, vous avez quand même rencontré un personnage à part, qui est très controversé, c'est Philippe Jordan. Philippe Jordan, scénariste, qui, à ma connaissance, je crois qu'il est le seul scénariste à avoir reçu un Oscar pour la meilleure histoire originale pour La Lance brisée, alors qu'il n'a jamais écrit une seule ligne. Quel était exactement ce personnage ? Je sais qu'il a aidé des scénaristes blacklistés à travailler, mais en fait, il a jamais rien écrit. Enfin, je crois que c'est De Toth qui disait qu'il signait que les chèques. Oui, alors c'est compliqué. Jordan est quelqu'un, quand je le rencontre, il y avait une ou deux rumeurs, mais à cette époque, c'était un des rares scénaristes que citaient les revues de cinéma. Aussi bien positif que les cahiers, le créditait, puisqu'on trouvait son nom sur des films d'Anthony Mann, de Nicolas Ray, sur Johnny Guitar, sur c'est lui qui signait Code 465, aussi bien des films de guerre que des westerns, des policiers. C'était une filmographie extraordinaire. Charles Beach ou Truffaut écrivaient « C'est le meilleur scénariste à l'heure actuelle du cinéma américain ». Alors il y a eu quelques personnes qui nous avaient alertés. Même Bud Buttigieg, dans son interview, parle des nègres de Philippe Jordan. Et puis, jusqu'au jour où on tombe sur des gens qui nous disent « Mais vous savez, il y a plein de gens qui ont écrit des films que signe Jordan, que après avoir fait une série d'enquêtes, je l'écris, et que c'est repris dans une revue américaine, et qu'il y a une lettre de Ben Mado qui dit « En effet, j'ai écrit tel film, c'est moi qui ai écrit Quand la marabunta gronde, que signe Jordan, hein, mais je n'ai pas écrit Johnny Guitar, dit-il, mais par contre j'ai écrit Code 465, Le petit arpent du bon Dieu, Les sensuels, et il en donne à peu près 12 autres. Et là, on s'est mis, avec Pierre Rissian, à rechercher, et on a trouvé à peu près au moins 25 films qui étaient signés Jordan et qui étaient écrits par Arnaud Dussault, Bernard Gordon, Julian Alevi, tous des gens de la liste noire qui étaient là. Donc c'est vrai que c'est un cas de quelqu'un qui a été plus par moments producteur, c'est-à-dire qui devait participer au film, mais plus comme lisant, donnant son avis ici et là, quelquefois des idées, quelquefois faisant couper telle ou telle scène. Alors là, les témoignages divergent un peu. Beaucoup de gens disent qu'il n'avait aucune ambition artistique et que c'était simplement, il pensait qu'à faire un peu de pognon. Et plus on recherchait, plus on trouvait des faits absolument sidérants, plus des gens qui nous en parlaient nettement. Joseph Mankiewicz nous a dit qu'il a même quitté la Screenwriters Guild quand la Guild a voulu maintenir un crédit sur Jordan pour La Maison des étrangers. Mankiewicz, appuyé par le producteur, avait dit Jordan n'a pas écrit un mot il avait écrit un traitement qui était de la merde, enfin un scénario qui était de la merde pour Mankiewicz, qu'il avait tout refait. Mais la règle de la Screenwriters Guild impose que la personne qui a écrit la première version du scénario est toujours maintenue, sauf si le scénariste a chamboulé en ajoutant, par exemple, 7-8 personnages qu'il n'y avait pas dans le traitement dans cette première version. Alors que Mankiewicz, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réécrit toutes les scènes, là, et le dialogue, mais la qualité n'est pas prise en compte dans le choix des gens qui doivent figurer sur un générique. Et donc, il restait rien du travail de Jordan, et Jordan après a été crédité en effet pour La Lance brisée comme meilleure histoire, mais cette meilleure histoire c'était Mankiewicz. Oui. Mais il a quand même eu l'Oscar pour ça. Et il a eu l'Oscar pour ça. Il a eu l'Oscar. Et aujourd'hui c'est encore crédité. Bien sûr, c'est crédité, mais il y a plusieurs films où le nom des gens est apparu. Sur le CID, par exemple, Ben Barsman est apparu à la place de Jordan. Sur, je crois, la chute de l'Empire romain, les noms aussi sont arrivés. Sur, je pense qu'il y a à peu près une douzaine de films
Maintenant, sur Meurtre sous contrat, je crois que le nom de Ben Mado figure à la place de Jordan. On est arrivé à trouver que même le premier film avec lequel il avait eu du succès, qui s'appelait When Strangers Marry, est un film qui, en fait, avait été écrit par un type qui avait un drugstore. Et Jordan lui avait acheté son scénario $100, $150, et avait ajouté 2 scènes qui étaient décalquées sur le Cat People de Val Newton et Jacques Tourneur. Mais voilà, c'est un homme qui a fonctionné, mais en même temps, beaucoup de gens lui en étaient reconnaissants, parce que pendant la liste noire, il a permis à tous ces gens qui étaient interdits de travail, de travailler. Alors pour lui, il faisait une bonne affaire, parce qu'il les payait moins cher que le marché, mais il travaillait. Ils ont fait une quinzaine, vingtaine de scénarios, donc ils recevaient de l'argent. D'ailleurs, ce qui prouve que la liste noire était un peu, même si elle était extraordinairement atroce à vivre, était un simulacre, parce que les impôts auraient pu retrouver très facilement la trace des gens qui travaillaient. Parce que même s'il y avait un pseudo, là, dans le compte en banque, quand il y avait une déclaration d'impôt, la déclaration d'impôt ne se faisait pas sous pseudo. Voilà. Mais donc voilà, Jordan, c'est ça. Alors il y a un côté curieux, c'est que ces films, avant la liste noire, il y a, paraissent, mais absolument le tout venant de la série Z. Il y a la liste noire où tout d'un coup ces films gagnent en ambition, en force, et la fin de la liste noire, après, ils sombrent dans des productions qui pour la plupart ne sortent même pas au cinéma, vont directement Donc là, ça veut dire quand même que les nègres, au départ, ou les gens qui l'utilisaient comme le front, c'est des gens qui faisaient qui étaient des prête-noms. C'était eux qui avaient le vrai talent et pas lui. Martin Ritt, il avait fait un film d'ailleurs avec Woody Allen, je crois qu'il s'appelait Le Prête-Nom, qui était excellent. Et m'a dit Pat McGilligan, ses mémoires sont horriblement mal écrites et sont pratiquement impubliables, tellement elles sont mal écrites. Tout à l'heure en bas, vous disiez que vous ne vous définissiez pas comme un critique de cinéma. Non. Donc vous avez fait un travail assez essentiel. C'est pourtant Michel Simon qui disait par rapport à 50 ans de cinéma américain qu'il voyait un grand livre de critique. Donc ma question, ça serait, qu'est-ce que vous mettez derrière ce thème de critique de cinéma ? Disons que moi, je me considère comme un amoureux du cinéma, comme un passionné de cinéma. Quand j'aime un film et que je fais un boulot, j'essaie de le faire bien. Mais je ne suis pas un critique dans l'âme. Je ne me sens pas tenu justement dans l'obligation, d'avoir fait un livre sur le cinéma américain, de faire un livre sur le cinéma anglais, de continuer à ça. Il se trouve que j'ai un coup de cœur, j'écris, et puis après, ce qui compte pour moi, c'est de faire des films. Le reste, c'est en plus. C'est une manière alors, à un moment, ça s'est trouvé, mais c'est pas qu'une chose que j'ai voulu, c'est le fait d'avoir participé à 30 ans de cinéma avant d'être metteur en scène, fait que quand on l'a repris, j'étais metteur en scène, et j'aurais pu passer la main, mais en même temps, j'avais envie, moi, vraiment d'améliorer le livre. Donc, j'ai préféré me coltiner les films, pendant que je faisais La vie et rien d'autre, ça me faisait un travail supplémentaire, à un certain moment, pas pendant le tournage, je ne le faisais pas, mais pendant la préparation, le montage. Mais c'est parce que j'aurais jamais initié le livre, et je l'aurais jamais initié. Quand je pensais qu'on allait le remettre à jour, je pensais que ça allait nous prendre 3 mois, et puis quand c'est passé de 30 ans à 50 ans, et que ça a sextuplé de volume, et que toutes les notules sont passées de quelques lignes à 6 pages, à 7 pages, là j'ai vu que j'avais mis le doigt dans un engrenage, mais je ne l'avais pas initié. C'est une chose que j'ai subie. Et comme j'ai une forme d'orgueil, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout là-dessus. Mais ça a été souvent très très difficile. Il nous tarde 70 ans de cinéma américain. Oui, mais là maintenant, comme j'ai de plus en plus de mal à monter des films, peut-être que je trouverai un moment, je trouverai plus de temps pour pouvoir le faire. Ça, c'est voilà. Bon.
Mais on y pense. Il y a un autre cinéaste qui a eu un peu le même parcours que vous, c'est Yves Boisset, qui avait participé à 20 ans de cinéma américain avec Coursedon. Oui. Et vous-même, d'ailleurs, vous aviez, je crois qu'il y avait même un quatrième, Pierre Huillard, je crois. Oui, et surtout Boisset, Coursedon. Moi, j'avais un tout petit rôle, moi, là-dedans. Mais Boisset, non, il écrit plus maintenant, Boisset. Il a été un... Oui. Mais il a fait partie... Dans les années 60, je parle. Oui, il écrivait beaucoup, mais il écrivait énormément dans le cinéma, 59, 60, 61. C'était un des piliers de ces revues. Il y a beaucoup de gens qui sont passés de la critique à la mise en scène à cette époque. Il y a pas seulement les gens des Cahiers, mais il y en a d'autres. Vous avez parlé tout à l'heure de l'énorme influence de Jean Vilar sur vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails ? En fait, qu'est-ce qui, dans la mise en scène, vous impressionnait chez Jean Vilar ? La manière dont il éclairait des textes, qui à l'école m'avaient semblé parfois rébarbatifs, et qui, quand il les mettait en scène, devenaient actuels, vibrants. J'ai jamais oublié la découverte de Marivaux. Tout d'un coup, où tout me paraissait... tout me parlait, ou du Prince de Hombourg, ou la manière dont il mettait en scène le Cid, alors que j'avais été découragé du théâtre par une mise en scène du Cid à la Comédie Française, et aussi une mise en scène d'Andromaque. J'avais trouvé ça extraordinairement rébarbatif et ennuyeux, et scolaire, une diction empesée. Il y avait Yonel dans les stances du Cid, et c'était à qui ferait ronfler le plus les vers. Alors tout d'un coup, chez Vilar, les vers étaient dramatisés, mais on cassait leur côté, leur emphase. Il accentuait toujours, il donnait l'importance au sens aussi, sur le fameux roulement, les bouts de rythme, comme ça. Et le fait aussi qu'il ne se croyait pas obligé d'avoir des décors avec un rideau noir et une chaise, tout d'un coup, j'avais Macbeth, j'avais l'univers de Macbeth. Et tout d'un coup, cette imagination, on n'avait pas besoin et ça, je l'ai gardé pour tous les films historiques que j'ai faits, où mon travail, c'est généralement de retirer des accessoires, des meubles, des endroits, d'arriver aussi à créer ça par la lumière et par le travail de caméra, mais justement de ne pas avoir de côté musée des traditions, des arts populaires, dans lequel on va mettre tous les objets que les gens avaient à l'époque dans une pièce. Essayons on va éliminer une quinzaine de meubles pour mieux mettre en valeur les 3 qui vont rester. Voilà. Et ça, je l'ai appris chez Vilar. Il y avait aussi la manière dont il arrivait à donner un sens aux pièces que je voyais. Il n'essayait pas, par exemple, de faire jouer... comme l'avait fait Wells, les personnages de Jules César en habit allemand, nazi, pour arriver à montrer le sens contemporain. On l'avait naturellement, ça venait naturellement. Donc voilà, c'est la découverte de la langue française, la découverte des mots, la découverte d'acteurs, qu'après j'utiliserai, Noiret, Galabru, c'est des gens que je voyais au TNP. C'est comme ça qu'on peut comprendre ou expliquer justement votre intérêt, votre passion peut-être sur les films en costume ? Non, ma passion pour les films en costume, elle est née de ma passion aussi pour Dumas. Et puis le goût de l'histoire, qui m'a sans doute été communiqué par mon père. J'étais pas toujours très content de la manière dont on parlait de l'histoire dans les films français. Je croyais qu'il y avait soit la manière désinvolte, assez amusante, dans ces films en noir et blanc, pas les films en couleur de Guitry. Et sinon, il y avait des films que je trouvais sinistres, et je continue à trouver sinistres, comme Lucrèce Borgia ou Madame du Barry. Alors, il y avait quelques exceptions, comme par exemple La Marseillaise de Renoir, que je trouvais formidable,
Je me disais, mais l'histoire, ce serait pas ça, ou ce serait pas ce que je vois dans certains moments de films de Vittorio Cotafavi, de certains, voire même certains films italiens, des péplums italiens. Non, mon goût pour les films historiques, c'est aussi l'importance que j'accorde à l'imagination. Je pense que l'imagination est une qualité, que d'essayer de rêver sur une époque comme ça, c'est quelque chose qui est excitant. Et en tous les cas, quand je termine un film, j'ai l'impression que je suis plus intelligent que quand je l'ai commencé. Parce que j'ai découvert des masses de choses. Et j'espère que pour le public, il en ira de même. Une chose, donc vous avez dit que vous étiez plus un cinéphile convaincu, averti, et pas un critique, un grand metteur en scène, un grand réalisateur, ça c'est une analyse personnelle, mais aussi un homme engagé, parce que vous êtes parmi les 13 qui ont signé, aux côtés de Pascal Ferrand notamment, comment vous abordez justement, vous voyez la création au sens large, à la fois cinématographique, mais aussi, vous nous avez parlé du théâtre, et aussi, voire de l'écriture, au sens large. La création, c'est une série de batailles qu'il faut mener. Alors ce sont des batailles aussi bien par rapport à mon métier. Nous avons à l'heure actuelle un gouvernement qui n'est pas préoccupé fondamentalement par la culture, même s'il y a eu des changements, il y a des initiatives qui sont, il ne faut pas non plus tout diaboliser, des initiatives qui sont assez heureuses. C'est vrai que Nicolas Sarkozy défend le droit d'auteur par rapport à Internet, et là, il l'a toujours fait. Bon, et comme Frédéric Mitterrand. Donc, mais néanmoins, il y a des risques de danger par rapport aux réformes de la télévision, au changement de statut de la télévision publique. On est sans cesse confronté à des agressions contre le droit d'auteur, qui vont de trucs très simples, alors qui vont sur certains téléfilms passés à la télé, maintenant, de l'incrustation dans le générique, qui fait pourtant partie de l'œuvre, de petites bandes publicitaires de l'émission suivante, même si cette petite bande publicitaire est une comédie, alors qu'on est en train d'avoir le générique sur Albert Camus, donc sur une œuvre dramatique. Donc tout d'un coup, il y a un droit d'auteur qui parle de l'intégralité de l'œuvre, qui est bafoué sur le service public. Sur ce service public où vous avez Arte qui passe des VF. Que des VF. Oui. Donc, mais ça, ils le passeront tant que les gens n'écriront pas, hein, et ne se plaindront pas. En même temps, donc c'est vrai que je me bats pour aussi maintenant la production en France, elle est rendue difficile de par la concentration du pouvoir dans 2 ou 3 gros groupes, la façon dont on essaye de faire sauter la production indépendante. Voilà, tout ça, c'est des batailles contre lesquelles je me mobilise, et qui sont des batailles vieilles comme le cinéma français. Et les cinéastes se sont souvent mobilisés. Et bien avant les politiques, les cinéastes ont toujours eu un temps d'avance énorme sur les politiques. Il faut bien voir que c'est l'appel lancé par les cinéastes qui a provoqué la dissolution de la Chambre à l'époque de Chirac, hein, et donc l'arrivée de Lionel Jospin. C'était parti d'une initiative de cinéastes qui avait fait un manifeste pour la désobéissance. Et là, on avait énormément d'avance sur le Parti socialiste et sur les élus qui étaient censés, eux, être aux avant-postes. Mais on est sans arrêt confronté aux œillères, voire même à la rigidité ou à l'imbécilité d'hommes politiques qui viennent vous expliquer, là, que ce soit Jospin et Chirac, que Jean-Marie Messier allait sauver la culture française. Quand on lui disait, mais c'est très dangereux qu'il fasse la fusion avec tout ce qu'il possède, son catalogue avec Universal, c'est très très non, ça va permettre de vendre la culture française à l'étranger. Et on n'arrêtait pas de parler au contraire du problème à un moment de toute l'équipe qui voulait s'emparer de Pathé et qui était liée à la loge MP2, la fameuse loge italienne, et à la mafia. On avait réussi à stopper ça. Ça, on l'avait dénoncé bien longtemps avant que ça apparaisse aux hommes politiques. Et maintenant, ils ont bonne mine avec Messier. La manière dont il a coulé
Vivendi, la manière dont, même il est condamné même aux États-Unis, la manière dont tout un catalogue de musique est passé absolument dans une boîte américaine. Oui, on est sans arrêt en train de se battre sur ces questions. Alors il y a ça, ça fait partie de ma vie, comme c'est des combats, je les mène à l'intérieur de mes films, pour certaines choses. Encore que j'insiste que la plupart des films que j'ai faits sont aussi des films d'admiration. Il n'y a rien qui m'exaspère plus de dire « Ah, vous êtes encore en colère contre quelque chose », quand un film comme Ça commence aujourd'hui est d'abord un film d'admiration, comme L627, comme La vie rien d'autre, comme Conan, comme Oli Lola, comme dans La brume électrique. J'ai une admiration extraordinaire pour le personnage de Dave Robichaud. Voilà, donc c'est le contraire. Si les films touchent, je pense qu'un public, et un public nombreux, c'est aussi parce que ce sont des films d'admiration et d'amour, d'une certaine manière. Le problème, c'est que finalement, pour toucher l'admiration, il y a comment l'impératif de trouver de l'argent. Et vous avez dit que, tout à l'heure, vous nous avez dit, à propos de 70 ans de films, que vous aurez l'occasion de l'écrire parce que justement vous trouverez plus d'argent pour faire des films. Ça a été très dur. Ça a été dur de monter dans La brume électrique. On est tombé à l'époque sur une équipe de Canal+, qui n'est pas la même que maintenant, qui a donné un accord et puis qu'on rencontre 3 mois plus tard et qui donne la moitié moins, ce que j'explique, la moitié. Il donne ça. La princesse de Montpensier, la préparation a été arrêtée 4 fois, parce que le producteur Eric Lehmann n'arrivait pas à boucler le financement du film. 4 fois, on a dû, et pendant 10 semaines, j'ai eu une équipe qui, par confiance envers moi, par amitié, a accepté de travailler sans être payé. Après ce début épouvantable, ce qui est formidable, c'est que le tournage, ça a été comme un rêve, et ça a été un grand moment de bonheur. Le tournage et le montage. Mais la préparation, j'ai eu l'impression que je revenais à l'époque de l'Horloger de Saint-Paul, où je ramais pendant 2 ans pour trouver le financement du film, de Que la fête commence, de L627, de La mort en direct. La mort en direct avait été sauvée par un producteur libanais. Tout d'un coup, je n'arrivais pas, c'est un mec, un producteur libanais qui m'invitait du coup pour fallait que je le voie, que je sois gentil avec lui, dans des restaurants où il y avait des danses du ventre, et je dînais avec Jean Lefebvre. J'ai dîné... il n'est pas dans La mort en direct. Non, mais il dînait en face de moi, Jean Lefebvre, tout ça, c'était des moments qu'on n'oublie pas. Donc qui me racontait le film qu'il avait envie de faire, qui s'appelait « Il y a des merguez dans la choucroute ». Il voulait un film qu'il voulait faire, et qu'il n'a pas fait. C'est Philippe Clair qui il n'a pas fait. Le film n'a pas atteint... voilà. Non, il y a du merguez dans la choucroute. Non, il n'y a pas des merguez, il y a du caviar dans la choucroute. Enfin, c'était un truc, un titre de ce genre-là, voilà. Non, moi, ma dernière question, parce qu'on est un peu fascinés, les gens de ma génération, c'est Melville. Vous avez travaillé avec lui sur Les Moments Prêtres. Vous avez été... sur le boulot, et le deuxième sou. Quel homme il était vraiment, parce qu'on entend tout et n'importe quoi aujourd'hui qui gardait par exemple son chapeau dans les salles de cinéma. Ça, c'est des trucs surréalistes. Il le gardait souvent, son chapeau. Il le gardait, je ne sais pas s'il le gardait dans les salles de cinéma, mais il le gardait en conduisant ses bagnoles, sur le plateau, oui. Il avait ça et des lunettes noires, oui, bien sûr. Quand il allait voir notamment son film fétiche, là, Le coup de l'escalier, il le voyait chez lui d'abord, il pouvait garder son chapeau, puisque ce film était projeté, il avait une petite salle, comme tous les studios de cinéma, tous les studios à l'époque avaient une toute petite salle avec 30 places pour que l'équipe voie les rushs. Après les rushs, il nous faisait passer automatiquement Le coup de l'escalier, que j'ai vu 21 fois, et parfois aussi Le petit soldat. Parce que c'était l'époque où il était très fan de Godard. Après, il s'est brouillé avec Godard, et Godard était moins que rien. Mais voilà, Melville, c'était quelqu'un très intimidant, qui pouvait être glaçant, terrible sur un plateau, créer une atmosphère épouvantable. C'est aussi quelqu'un qui pouvait être charmant, qui pouvait vous entraîner avec ses histoires, qui était fascinant, qui avait ses deux côtés, mais qui dans le travail pouvait vous nouer l'estomac, parce qu'il adorait intimider, prendre des gens en grippe, leur faire subir la pire des humiliations, mais il pouvait aussi
être absolument délicieux et charmant. Et en même temps, c'était aussi un metteur en scène qui était exigeant, qui travaillait très 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 fort la mise en scène avec une vraie méthode que raconte très très bien Volker Schlöndorff dans son livre de mémoire, qui est un livre formidable dont je ne saurais trop conseiller la lecture. C'était Emprise avec le réalisateur Bertrand Tavernier, décédé ce jeudi 25 mars 2021. Entretien réalisé conjointement avec les journalistes de Radio Radio, Radio Présence et Radio Campus le 13 février 2010 à la librairie Ombre Blanche. Réalisation technique, Sarah Hautesser pour Radio Radio.